À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous a posé cette question, veut-on la disparition des agriculteurs? François Louis, pas mal de messages sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes réagissent, vous avez réagi à notre question. Vous êtes beaucoup à dire, comme par exemple Brézotte sur Twitter qui nous dit « Les Français, non, mais l'État, oui ». Un avis partagé par beaucoup d'internautes, notamment Fred qui nous dit « Oui, le gouvernement veut la disparition des agriculteurs. Non, le peuple de France ne veut pas la disparition des agriculteurs. Mal nommer les choses, c'est aussi ajouter au malheur du monde ». Alors pour certains qui disent que la question est mal posée, mais veut-on la disparition des agriculteurs? C'est tout le monde, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'Europe, c'est nous aussi. Est-ce que vous achetez systématiquement de la viande française? Moi je vais vous dire, quand la viande n'est pas française, par exemple à la cantine, eh ben je prends un autre plat et j'achète français. Et voilà. Philippe de Casillac est avec nous, qui nous appelle du Lot, agriculteur spécialisé dans l'élevage de veaux. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Sud Radio et merci de nous faire passer nos départements, nos régions à l'antenne. Merci Philippe David de faire intervenir la base. Merci. On vous écoute Philippe, parce que enfin voilà, on en est où pour l'instant? Malheureusement, les agriculteurs ont dû plier à ce que on dit le préfet, donc l'abattage va être fait aujourd'hui. Voilà, donc moi il faudrait peut-être reposer les vraies bases et arrêter de mener cette vie, parce que je pense que personne et tout le monde a raison dans cette affaire, parce que l'État prend des dispositions au niveau sanitaire parce qu'il ne veut pas prendre de risques, il a raison. Et d'autres agriculteurs disent attendez, il faut réabattre parce que c'est une catastrophe pour le monde agricole. Bon, je pense que tout le monde a tort, tout le monde a raison, parce que l'État devrait déjà réunir tout le monde, les éleveurs, les services vétérinaires, les gens des métiers de la viande, et expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'on risque. Voilà. Parce que vous savez, dans les réseaux sociaux, on entend de tout et de rien. Quand on entend qu'on veut faire disparaître le monde agricole, je ne pense pas que la ferme France, on veut que la ferme France disparaisse. Je ne pense pas. Voilà. En sachant qu'on est classé dans le haut du tableau au niveau alimentaire dans le monde entier. Je ne pense pas qu'on veut faire disparaître les agriculteurs. Mais aujourd'hui, on entend ce qui se passe aujourd'hui, on montre une mauvaise image dans le monde. Quand même, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui autour des agriculteurs, on montre une très très mauvaise image. Moi, je pense que l'État a des responsabilités de communication là-dedans. Il faudrait qu'il communique, qu'il réunisse tout le monde et qu'il explique. Parce que vous savez, quand on entend dire il faut vacciner tout le troupeau français, c'est une grosse erreur. Parce que si jamais on vaccinait le troupeau français, ou s'il y a des gens qui décident, moi par exemple, avec mon troupeau, 90 mères, je dis je vaccine demain. Et bien si on fait ça, on perd le statut d'export au niveau des broutards et du maigre, au niveau de l'Italie, des pourtours méditerranéens. Donc si on perd le statut de l'export, c'est très grave. C'est très grave. Oui. Ça veut dire que, pour compléter ma phrase, ça veut dire que par exemple, les pays français, on va trouver un accord collatéraux pour vendre quand même les broutards. Mais ils vont nous dire, au lieu de 6,50, c'est déjà le cas, on va vous les acheter à 4 €. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des conséquences de ne pas respecter les règles, il y a des conséquences très graves. Alors, je vais continuer. Par exemple... Attendez, Philippe, restez avec nous, parce qu'il faut quand même, on a des vraies voix autour de nous qui ont envie de s'adresser à vous. Et avant de donner la parole aux vraies voix, vous êtes agriculteur comme Philippe, venez témoigner au 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors la seule certitude que j'ai, elle dure depuis des mois, des années, c'est qu'on parle sans arrêt de la crise de l'agriculture et qu'on prétend avoir trouvé des remèdes pour la guérir. Je constate, n'étant pas un spécialiste du monde agricole, tout en aimant beaucoup les agriculteurs, que j'ai eu du mal à comprendre la politique sanitaire pour ces vaches mise en place. Et d'autre part, c'est une question que je pose, est-ce que veut-on véritablement la disparition des agriculteurs, ou bien sont-ils menacés par une sorte d'évolution inéluctable de la modernité? C'est une question que je pose et moi je serais incapable d'y répondre, mais j'aimerais beaucoup avoir des
On redonnera la parole à Philippe pour répondre avec vous, Sébastien Ménard. Moi, je suis désolé, je suis pas tout à fait d'accord avec le résultat du sondage. Je pense que les Français aiment l'agriculture, aiment leurs agriculteurs, ils aiment nos paysages, nos terroirs. La réalité, c'est comme le dit Philippe Bilger, c'est qu'à un moment donné, tout ça se confronte à une réalité économique mondialisée, à une espèce d'obsession réglementaire européenne et française surtout, parce que la France va toujours plus loin. Et aussi quelque part à une aspiration hygiéniste, parce que moi je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas si effectivement quand il y a une bête contaminée, s'il faut abattre tout un troupeau, et le troupeau du voisin et le troupeau du cousin, tout ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement la modernité, le progrès laisse peu de perspectives, en tout cas dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui, à nos agriculteurs. Mais on aime nos agriculteurs et on aime l'agriculture. Éric Revel. Écoutez, moi au-delà des phrases, j'aimerais donner quelques chiffres pour vous montrer dans quelle situation est l'agriculture française. Pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française va être déficitaire. Il y a 3 piliers dans les exportations françaises à l'origine. Il y a le luxe, l'aéronautique et l'agriculture. Pour la première fois depuis 50 ans, notre agriculture va être déficitaire. Écoutez bien ces chiffres. Côté fruits et légumes, on importe plus de la moitié. On n'est pas capable de produire des fruits et légumes dans ce pays? Si. Côté viande bovine, on importe 59% de notre viande. Si vous prenez la viande ovine, elle est importée à peu près au même niveau. Les volailles, la production française a reculé de 30% depuis 30 ans. On n'est pas capable d'élever des poulets. Si, résultat, et ils sont en Europe, le numéro 1, c'est la Pologne, puis l'Espagne, l'Allemagne. On a donc un problème majeur dans ce pays. Je ne sais pas si c'est le principe de précaution. Veut-on la disparition des agriculteurs ? Attendez, il faut qu'on explique aux agriculteurs français qui se battent tous les jours comment se fait-il que pour les volailles, la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne nous soient passés devant. Donc on a un problème majeur. Je ne sais pas si c'est de transposition européenne ou de cadre normatif qui dépasse. Mais moi, je suis pas loin de répondre comme le sondage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que fait le gouvernement ? Que fait la ministre de l'Agriculture? Non mais, permettez, on a un peu le temps que je réponde ou pas? Allez, on va repousser un petit peu le temps. Alors, juste une chose. Déjà, pour les fruits et légumes, c'est très simple, je vais vous prendre un exemple. Maintenant, les noisettes, on va plus en faire en France parce qu'on a interdit le seul produit qui permet de produire de la noisette de manière rentable pour l'agriculteur. Donc on les importe de Turquie, où on utilise des produits rigoureusement interdits en France. Jackpot. Et le pire, c'est que ceux qui ont fait le recours contre la loi Duplon ont dit c'est génial. Vous n'êtes pas d'accord? Si, mais moi je pense aussi qu'il y a peut-être aussi un tabou qu'il faut peut-être faire tomber. Est-ce que finalement l'ouverture sur le marché européen, c'est pas la contrepartie des subventions européennes qui perfusent l'agriculture française depuis peut-être... Alors les noisetiers sont pas subventionnés. C'est les céréaliers avant tout. Allez, je voudrais faire parler Philippe. Et deuxième point, sur la viande. Mais c'est très simple. On a mis tellement de normes à nos agriculteurs. Avec, je veux dire, comment est-ce qu'on a tué une partie de la filière poulet? Rappelez-vous les abattoirs d'eau, etc. Les Allemands, comme les bovins, eux, ils ont fait des abattoirs massifs avec uniquement des travailleurs détachés roumains à 400 balles par mois. Comment voulez-vous que le français il soit compétitif? Parce qu'on a fait le dumping social par le bas et nous en plus on a surchargé nos agriculteurs de normes environnementales qu'ils n'ont pas en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne. Et je vous parle même pas de la Roumanie ou de la Pologne. Donc on a tué notre agriculture par des politiques irresponsables. On ne peut plus vous faire réagir, Philippe, vous restez avec nous, on revient dans un instant. C'est Sylvie. Sylvie, vous êtes avec nous? Bonsoir Sylvie, vous bougez pas, vous serez en direct dans un instant, on fait une petite pause, on arrive tout de suite. C'est les vraies voix, ces agriculteurs avec cette question du jour, veut-on la disparition de nos agriculteurs? Et vous dites tout à 82%. Et voilà, et on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur ce troupeau de 208 vaches qui vont être abattues, malgré la vaste mobilisation de la coordination rurale. Avec cette question, Philippe, veut-on la disparition des agriculteurs? Et à cette question, veut-on la disparition de nos agriculteurs, vous dites désormais oui à 83%. Vous voulez réagir encore et toujours. Le 0826 300 300. Vous êtes agriculteur, vous avez manifesté ou pas? On attend vos témoignages à l'antenne avec les vraies voix. Alors Sylvie est avec nous en direct au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Sud Radio, bonsoir à tout le monde. Merci de vous préoccuper de cette aberration, de ces abattages absolument effroyables qui sont décidés, de ce Mercosur qui tue nos agriculteurs, nos éleveurs, de tout ce que souffrent les paysans. J'aime la France, j'aime mon terroir. Un peuple qui perd sa souveraineté alimentaire est un peuple qui souffre, qui devient méchant. Il ne faut pas oublier qu'on a un pays merveilleux, que les paysans aiment leur travail, qui s'appliquent à faire de la bonne viande, des bons élevages, et la dermatose n'est pas dangereuse. Cet après-midi, et toutes les coordinations de paysans ont proposé d'isoler une vache sur 208 vaches, de l'isoler à la limite d'accepter de l'abattre alors qu'elle n'est pas contagieuse, de mettre en quarantaine 207 autres vaches, et Madame Genevard n'a pas accepté. Donc il faut abattre. Dans le Doubs, la semaine dernière, c'était pareil. Sylvie, bougez pas. Bon, restez avec nous, Sylvie, puisque nous avons en direct Christine Bouillot, qui est notre reporter sur place. Bonsoir, Christine Bouillot. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix, bonsoir Cécile. Alors, vous suivez cette colère depuis le début, vous êtes à bord sur Arize. On en est où pour l'instant ? Alors écoutez, c'est extrêmement tendu puisque depuis à peu près 1 heure maintenant, les gendarmes mobiles approchent doucement mais sûrement de la ferme pour venir donc dégager la voie. Alors il faut imaginer un peu le décor. Je vais vous le faire rapidement. Cette ferme, elle se situe en haut d'une colline et ça fait comme une forteresse assiégée aujourd'hui. Tous les axes ont été bloqués par les agriculteurs. Là, il n'y a pas que la coordination rurale, il y a aussi la Confédération paysanne, il y a aussi les jeunes agriculteurs, il y a le MODEF, il y a la FNSEA qui sont là, les jeunes agriculteurs de tout le département et des autres départements. Il y a à peu près 1 millier de personnes, mais il n'y a pas que des agriculteurs, il y a des habitants, il y a des enfants, il y a des familles. C'est absolument incroyable la mobilisation qui s'est opérée autour de cette ferme. Donc pour l'instant, les forces de l'ordre sont en train de monter de la vallée, de progresser en enlevant tous les obstacles qui ont été dressés devant eux, c'est-à-dire des arbres coupés, des câbles tendus, des ballots de paille enflammés, pour retarder leur progression. Là, actuellement, ils sont à un petit peu plus d'1,5 kilomètre de la ferme des 2 éleveurs. Ils vont arriver à un croisement où je me trouve, et là, ce sont les premiers tracteurs qui barrent la route. Donc, on va avoir un moment de tension. C'est extrêmement tendu, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. On est des observateurs tous là à regarder. Il y a un hôpital de campagne qui a été installé dans un village à côté. Les pompiers sont mobilisés aussi sur un autre village. Les hélicoptères tournent autour. Il fait nuit noire. Et donc, il y a d'un côté des éleveurs, des agriculteurs, de tous les départements qui sont remontés contre cette décision d'abattage. Alors précisons que les 2 éleveurs ont donné leur accord, puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est la directive. Ils ont signé l'accord pour l'abattage de leur troupeau. Ils ne sont pas présents. Ils ont préféré partir, ne pas assister à ce triste spectacle. C'est ce que nous a dit tout à l'heure le président de la Chambre d'agriculture du Gers, de l'Ariège, pardon. Et donc, pour l'instant, le face-à-face commence. On se doute que ça va mal se passer. Beaucoup de personnes sont assez inquiètes parce que les agriculteurs sont extrêmement déterminés à ne pas laisser faire cet abattage massif. Christine Bouillot, bien entendu, vous restez sur place. On vous reprendra dans quelques minutes et on veut vous faire écouter un son. Écoutez. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ comme une merde, quoi. Le mec qui a bossé pour se la payer, il va se la retrouver baiser. Si ça, c'est pas une atteinte à la liberté, la citoyenneté, la liberté de circuler, putain, ils l'ont jeté dans le champ. C'est vraiment horrible ce qui se passe au bord de champ Arize. C'est horrible. On peut plus circuler dans notre pays. On se voit la voiture complètement détruite. Elle va être écrasée sur le côté. Relayez, s'il vous plaît. C'est pas la France, bordel, c'est pas la France. Quand on entend ça, Philippe Bilger, c'est dramatique, hein. Bien sûr, alors on aimerait savoir dans quelles conditions cette indignation se manifeste, mais il faut avoir très peur. Je veux dire, lorsque les agriculteurs en ont assez, on a eu 1000 exemples dans la vie de notre pays.
on peut craindre le pire, parce que ils sont patients, ils sont corrects, généralement ils protestent de manière civilisée, mais quand ils en ont marre, ça devient très violent. Éric Revel. Moi, je mets en garde solennellement les autorités de ce pays ce soir, quand on entend la détresse des agriculteurs dans un pays, et pas que dans les campagnes, qui est fracturé, qui est à bout, qui est à cran, qui est parfois en difficulté de pouvoir d'achat. Je mets les autorités en garde, parce que si ce qui va se passer se passe mal, on ne peut pas s'éviter de penser que ça peut avoir des implications dans tout le pays et dans toute nos campagnes. Donc attention. Attention, Madame Genevard doit prendre la parole, doit s'exprimer, doit s'expliquer pour les agriculteurs. Et puis un mot quand même, quand vous abattez un troupeau, n'oubliez jamais une chose, qu'au-delà de la marchandise, ce sont aussi des agriculteurs qui sont attachés à leurs animaux, On va les massacrer devant leurs yeux. C'est ça la réalité. Sébastien Ménard. Moi, j'entends tout ce qu'on dit et tout ce qu'on partage, parce que là, on est, c'est rare, mais on est tous d'accord en fait. On est tous d'accord pour quelque part partager le désarroi des agriculteurs, dire que évidemment la classe politique n'est pas au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est le vrai sujet, c'est ça, c'est que Monsieur Revel, vous êtes encore une fois à nous dire que la colère gronde, que les agriculteurs vont marcher sur l'Elysée. Ils auraient bien raison de le faire. Mais non, je vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit ça. C'est pas quelque chose que je souhaite. Mais à force de jouer avec la colère des gens, ce gouvernement va finir par mettre le feu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour soutenir nos agriculteurs? Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, Philippe, et on prend Benjamin. Dire peut-être accepter la proposition qui a été faite, qui me paraît raisonnable si sanitairement elle est plausible, de séparer. Mais si à chaque fois c'est comme ça, ça va être compliqué. Benjamin est avec nous au 0826 300 300. Vous vouliez réagir, Benjamin? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Merci. J'ai entendu plusieurs choses fort intéressantes. Alors j'ai passé la journée à la ferme. Je ne suis pas agriculteur, je suis chauffeur taxi. J'ai été agriculteur pendant une quinzaine d'années, mais j'ai arrêté, et j'étais à la ferme pendant toute la journée. Ce qui se passe aujourd'hui est monstrueux. Les agriculteurs, que ce soit à la ferme du Doubs ou pour la ferme aujourd'hui dans l'Ariège, ont proposé d'autres solutions, des protocoles d'essai pour éliminer la maladie des différents cheptels. Ça a été refusé. Tout ce qui a été proposé dans le bon sens, avec les gens du terrain qui connaissent leur élevage, qui savent comment faire disparaître des épidémies, qui, je vous le rappelle, ce virus n'est pas transmissible à l'homme, il n'est pas contagieux à l'homme, et ça, je crois que c'est 1 pour 1000 quand des bêtes sont atteintes, c'est 1 pour 1000 au niveau de leur mortalité. C'est-à-dire, ça représente rien. La France a déjà rencontré en 1992 dans une de nos îles la même maladie. Je crois que c'était à La Réunion. Ils ont réussi à l'éradiquer. Et aujourd'hui, le gouvernement, en fait, ce qu'il veut, c'est la destruction de l'agriculture française, comme bien d'autres. Il y a eu la sidérurgie, il y a eu l'industrie, il y a eu le textile. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et en fait, derrière, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que les vaches, là-haut, moi, je les ai vues quand vous vous promenez dans les champs, quand vous vous promenez à la campagne, vous voyez les vaches, comment elles sont élevées. Et aujourd'hui, c'est des bateaux entiers de vaches du Brésil qui attendent à nos portes. Benjamin, donc là, c'est une mobilisation de tous les Français. Allez, Benjamin, restez avec nous. On est obligé de faire une petite pause. On revient dans un instant avec Philippe, Sylvie et Benjamin, 0826 300 300, et avec nos vraies voix du jour. Éric Revel est avec nous aujourd'hui, Sébastien Ménard et Philippe Bilger et Philippe David, bien entendu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Éric Revel est avec nous. Je vous rappelle, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse, avec Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech, et puis Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole. Et on revenait sur ce troupeau de 208 vaches qui vont donc finalement être abattues, avec une large mobilisation des agriculteurs, mais pas que, puisque dans cette commune, comme le disait Christine Bouillot, énormément de gens sont sur place, un peu plus d'un millier. On va la prendre dans un instant, 0826 300 300, avec Philippe qui voulait de nouveau réagir sur ce sujet. Philippe, vous êtes avec nous? Philippe? On va attendre. Sylvie, vous vouliez réagir? Oui. On vous écoute, Sylvie.
Je veux bien réagir. Écoutez, l'éleveur n'a jamais signé l'autorisation d'abattage. Je ne sais pas d'où tient cette information. Parlons vrai sur cette radio. Je ne sais pas d'où tient cette information, votre journaliste. Les abatteurs elle est en ligne avec nous. On va la prendre direct. Voilà. Je veux bien sa source. Elle vous entend. Attendez. Bonjour, madame. Christine Bouillot est avec nous. Bonjour, la source, c'est le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, que l'on a croisé tout à l'heure et qui nous a confirmé que les deux éleveurs avaient donc signé l'autorisation d'abattage. Ils n'ont pas le choix, compte tenu des circonstances, parce que sinon ils ne sont pas indemnisés. Voilà, donc ils sont obligés d'accepter l'abattage complet du troupeau qui est le leur. C'est un drame, c'est une déchirure pour cette famille et pour cette exploitation. Évidemment, 208 vaches, je vous le disais, ils n'ont pas souhaité rester là et assister à l'euthanasie, parce que l'euthanasie va se faire sur la ferme. Et les carcasses partiront après. Donc, ils n'ont pas voulu assister à ça, mais ils ont été, non pas qu'ils n'ont pas voulu, dans un premier temps, ils ne voulaient pas, parce qu'ils attendaient de savoir si le protocole qui avait été proposé, dont on a parlé, Philippe Bilger en a parlé, de faire autrement, de tester un nouveau process autour de cette maladie allait être accepté. Ça a été refusé par la ministre ce matin, et donc par conséquent, pour pouvoir être indemnisés et reconstituer leur cheptel, ils sont obligés de signer l'autorisation d'abattage du troupeau. Voilà. Merci Christine Bouillot. En tout cas, vous nous tenez bien entendu au courant. Philippe est avec nous au 0826 300 300. Philippe, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, allô? Oui, moi je voudrais compléter ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que je crois que tout le monde est en train, on est tous d'accord, mais tout le monde est en train de rajouter de l'huile sur le feu. Et encore la cause, je reviens, c'est l'État qui n'explique pas ce qu'il fait. Voyez, et l'État devrait expliquer ce qu'il fait, parce que si on laisse partir cette crise dans tous les sens, comme disait votre chroniqueur tout à l'heure, Philippe David, je crois qu'on peut avoir des soucis très graves qui s'enflamment dans d'autres corporations. C'était Éric Revel qui disait ça. C'était Éric Revel. Rendons à Éric ce qui a été Éric. Voilà. Je crois qu'il faudrait que l'État explique, réunisse tout le monde, parce que vous savez, il y a des choses qui ne sont pas respectées dans ces problèmes. Il y a du transport qui était interdit, qui a été fait. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où. Vous voyez, tout le monde ne respecte pas les règles. Donc je crois qu'il faudrait que l'État se prenne en main et explique comme il faut ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et on entend de tout. Je pense qu'on catastrophique, on rajoute de la crise à la crise à la crise à la crise. Donc aujourd'hui, ça ne sortira pas. Voilà. Alors attendez, bougez pas. Christine, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Donc c'était juste pour vous faire un point de la situation. Donc les forces de l'ordre étaient bloquées par un feu. Était un feu qui avait été de ballots de paille, et donc ils viennent de l'éteindre, et donc ils avancent avec des blindés. Faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie finalement dans cette campagne, pas du tout habitué à ce genre de spectacle sur ces petites routes. Les blindés avancent avec les forces mobiles, 1 kilomètre encore à franchir, il y a au moins 4 ou 5 tracteurs enlevés, donc la soirée va être tendue et longue, et des gaz lacrymogènes sont déjà sortis pour évacuer la route. Voilà. Oui, restez avec nous, Christine. Éric Revel, je vous vois démuni en fait quand vous entendez ça, parce que c'est... quoi faire en fait? Écoutez, je pense que ce que disait Philippe est judicieux, c'est-à-dire que bien sûr qu'il ne s'agit pas de rajouter de l'huile sur le feu qui ne demande qu'à partir, mais on a l'impression, et Philippe David en parlait tout à l'heure, qu'au nom du principe de précaution, maintenant c'est ça, il a été mis dans la Constitution par Jacques Chirac à l'époque, président de la République. Voilà, au nom du principe de précaution qui est respecté à la lettre par les petits hommes gris du ministère de l'Agriculture, on regarde pas dans le détail, on prend des décisions, on les explique pas forcément, et ça peut avoir des effets délétères. Pardonnez-moi, les agriculteurs souffrent. Il y a des suicides toutes les semaines, tous les 15 jours. Vous voyez bien que cette population est en souffrance, et on envoie des blindés comme seule réponse. Écoutez, c'est à la fois tragique et dangereux, je le répète, c'est dangereux pour la paix sociale. En même temps, il est évident que l'évolution de notre société va rendre de plus en plus prégnant le principe de précaution. Je n'imagine pas que demain, avec les obsessions sanitaires ou alimentaires, le principe de précaution puisse s'altérer. Et donc, on peut craindre le pire dans la confrontation des deux exigences. On est le seul pays au monde, j'en connais pas un, qui ait mis le principe de précaution dans la Constitution. Si on avait mis le principe de précaution, attendez, au 19e siècle,
on n'aurait pas fait l'électricité, parce qu'on peut s'électrocuter, on n'aurait pas fait la voiture, parce qu'on aurait pu mourir d'un accident de voiture, on n'aurait pas fait l'avion, etc. Est-ce qu'on va pas quand même... Rappelez-vous, il y a 29 ans, 1996, la crise de la vache folle. C'était la panique généralisée. Pratiquement, on nous disait t'as mangé du steak à tartare, oulala, t'es peut-être gravement en danger. Mais est-ce qu'on gère comme ça les gens par la peur? A priori, cette maladie, c'est pas une maladie particulièrement mortelle pour les humains, etc. Il doit bien y avoir des solutions autres qu'abattre tout un Sébastien Ménard. Ce que moi je vais vous partager, c'est là je vais intervenir avec ma casquette de patron dans la food tech. Je produis 1 million de repas par mois, d'accord, pour la France, d'accord, et j'en produis plus de 10 millions pour le reste en dehors de France. Le principe de précaution, on l'a appelé comme ça, c'est juste un souhait du consommateur de ne pas prendre un quelconque risque sanitaire pour sa santé et pour la santé de ses enfants. Ça s'impose partout dans les pays, je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays modernes, dans les pays post-industriels, dans les pays où l'hygiénisme est partout. Et je peux vous assurer que quand il y a le moindre petit doute, c'est tout un pan de l'économie qui s'écroule. C'est dingue. D'accord, mais je vous le dis. Mais c'est dingue. Donc moi, je suis parfois obligé de rappeler. Pas normal. Je suis parfois obligé de rappeler des millions de boîtes, de produits, voilà, parce que on me dit il y a peut-être un petit truc, donc on vérifie, etc., etc. Mais aujourd'hui, la tolérance, c'est zéro. C'est tolérance zéro en matière de production alimentaire humaine. Allez, 0826 300 300, c'est David qui est avec nous. Bonsoir David, merci de votre patience. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir au Philippe et bonsoir aux autres invités. Plusieurs choses. La première, pour répondre à l'auditeur précédent, c'était Philippe, je crois. Oui, qui est agriculteur dans le Lot. Ouais, voilà, agriculteur dans le Lot, qui nous disait qu'il fallait que le gouvernement nous dise où il va, mais le gouvernement ne sait pas où il va. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Parce que ce matin, sur votre antenne, chez Patrick Roger était invité une vétérinaire. Et lorsqu'on lui a mis sous les yeux, enfin on lui a pas mis sous les yeux, mais lorsqu'on lui a dit qu'il y avait un autre protocole qui était proposé, que le protocole appliqué, ce qu'elle a répondu, c'est que ce protocole ne devait pas répondre aux directives européennes et que donc il ne servait à rien. Donc, qui est-ce qui commande? Est-ce que c'est encore le gouvernement d'Amand Genevard ou est-ce que c'est plus haut? Ça c'est la première chose à se demander. Et la deuxième, par rapport à la situation, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Vous voyez, moi je suis bonapartiste, donc je suis très légaliste, on va dire. Mais aujourd'hui, le légaliste, il est de moins en moins. Quand on voit que l'on sort les centaures devant des agriculteurs sur nos terres pyrénéennes, je suis du Comminges, je suis voisin de l'Ariège. On est une zone agricole, on va dire, pas sinistrée mais pas loin. On est les territoires les plus pauvres au niveau agricole. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur et que j'espère qu'on va faire reculer le gouvernement dans cette situation qui devient intenable. C'est intéressant ce que vous dites, David. Je voudrais vous faire réagir ce que disait Éric Revel. L'impact, quand même, pour un agriculteur, de voir tout son cheptel abattu, j'ai l'impression qu'on n'en tient pas vraiment compte. C'est un peu c'est comme pour tout en fait. C'est comme pour n'importe quel métier. Si demain vous êtes restaurateur et que votre restaurant part en fumée suite à un incendie, mais je pense que l'état doit être déplorable. Un mécanicien qui voit son garage partir en fumée, ça doit être déplorable. Mais là, a priori non, parce que ce sont que de pauvres animaux, donc tout le monde s'en fiche des animaux. Et moi, je ne suis pas agriculteur, mais je suis de la campagne. J'ouvre mes volets, j'ai des vaches sous les yeux, etc. Et je peux vous dire que ça, on n'a pas envie de le voir disparaître. On le voit déjà disparaître malheureusement par rapport à d'autres choses. David, et là, on est touché de plus en plus. David, restez avec nous, on est en direct avec Christine Bouillot. Visiblement, ça y est, c'est parti. Il y a des affrontements, Christine? Ouais, alors en fait, les blindés arrivent donc à ce croisement. Donc en fait, on se retrouve à moins de 800 mètres de la ferme. C'est là que se situent les deux tracteurs qui bloquent la route. Il y a à peu près 200 agriculteurs qui sont là émassés. Et face à eux, sur une minuscule route, vous avez les blindés qui s'approchent. Et donc voilà, l'affrontement, moi je pense, va être inévitable. Ça va être quelque chose de particulièrement tendu parce qu'il va falloir bien sûr que la progression des forces de l'ordre se fasse. Ils ont l'ordre de passer, d'aller jusqu'à la ferme, et les agriculteurs eux, sont absolument déterminés à ce que ça ne se fasse pas. Donc je ne vois pas d'autre issue qu'un affrontement qui va être assez important. Pour l'instant, on est. Faites attention à vous quand même, Christine.
Christine. Soyez prudente. Vous l'entendez. Alors juste, je précise juste une chose concernant le protocole. Précision, si on doit abattre, c'est parce que pour exporter, cette maladie est classée en catégorie 1 dans les maladies des bovins, et si on veut exporter les bovins, on ne peut pas vacciner. Donc en fait, ce que demandent les éleveurs aussi, c'est un déclassement de la maladie, comme elle n'est pas contagieuse à l'homme. Ouh là là, attendez, excusez-moi, mais je m'écarte un tout petit peu. Voilà, c'est une situation qui commence à se tendre sérieusement dans cette commune de Bordes-sur-Arize, à proximité de la ferme. Voilà. Je vous laisse parce que je vais aller me mettre en sécurité. Allez vous mettre en sécurité, c'est le plus important, Christine. En fait, il n'y a pas. Pardon, allez-y, Philippe. Il n'y a pas que le principe de précaution. Apparemment, il y a une multitude de paramètres qui font que on ne peut pas faire peut-être ce que suggère ce protocole. Mais en fait, c'est un slalom entre les normes, les obligations, les dérogations, tout ça, Éric Revel. Oui, mais l'auditeur avait raison de rappeler, j'ai écouté ce matin la matinale, puisque j'étais dedans, de Patrick Roger, et c'est vrai que cette vétérinaire expliquait que le protocole d'isolement n'était pas dans le scope de la Commission de Bruxelles. Donc, si vous voulez, il a raison de poser la question, mais la réponse est dans la question. En fait, c'est pas le gouvernement français qui, dès lors qu'il a transposé une directive européenne qui touche à ce genre de sujet, qui décide. C'est plus, voilà. En fait, on parle de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, on l'a déjà perdue au profit de Bruxelles, comme d'autres souverainetés. C'est ça la réalité. Donc, Sébastien, l'une des solutions, c'est de remettre en cause ce lien qui ne fait qu'écraser la souveraineté française dans tous les secteurs, agriculture y compris. Voilà. Peut-être que ça arrivera un jour. On peut le rompre. Absolument pas. Monsieur. Mais attendez, la France est créditrice nette à la contribution de l'Union européenne. On verse plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit. Donc au bout d'un moment, même si évidemment ça poserait un problème pour la politique agricole commune, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer l'industrie? Regardez ce qui s'est passé avec Brandt. On a ouvert aux frontières avec l'acte unique sous Jacques Delors à une concurrence de vents mauvais qui produisent des produits, des machines à laver la vaisselle qui ne respectent pas nos normes, qui font travailler des enfants et qui mettent en faillite notre patrimoine industriel. Eh ben, il y en a marre de cette Europe. Eh ben, on est d'accord. Allez, merci les amis. Dans ces cas-là, il faut faire un référendum sur le Frexit, chiche. Allez, Philippe David, en tout cas... Ça vous restez bouche bée. Si on avait marre de l'Europe pour être capable de franchir le Rubicon. J'aurais pas voté pour, moi. J'aurais pas voté Maastricht, mais je votais pas à l'époque. Les amis. Merci David, merci Philippe, merci Sylvie, merci Benjamin. En tout cas, tous ceux qui nous ont appelés. Merci Christine Bouillot. On espère que tout va bien. En tout cas, si toutefois il se passait quelque chose, nous retournerons, et bien entendu, sur place en Ariège. Vous restez avec nous dans un instant. On viendra sur l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, s'est exprimée ce matin dans la matinale de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.